Ah ben, un guest qui allait faire plaisir à Sammy et Scooby, c'est sûr. Le fantôme gourmet, et qui va se centrer sur la bouffe, d'après le titre, c'est assez logique, et qui va me poser quelques petits soucis de ton, sachant que l'histoire globalement est pas sensationnelle non plus. J'espère que ce coup-ci je vais pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai pas des masses de choses à dire. C'est une histoire très basique, bateau, qu'on fait durer sur 1h15 alors qu'elle aurait pu durer moins longtemps que ça. Mais en toute sincérité, ça rajoute peut-être un petit quelque chose pas super agréable pour moi avec le thème de l'histoire, c'est-à-dire la nourriture, qui est juste une excuse pour faire venir des chefs célèbres bien connus aux États-Unis, donc qui me parlent pas et je m'en bats les couilles personnellement. Ça va surtout être une excuse, cette configuration, parce que j'en parle tout de suite, hein, je vois pas l'intérêt de m'apesantir là-dessus plus tard, pour que Sammy et Scooby soient dans leur élément que je trouve le plus chiant de toute la saga Scooby-Doo. Et c'est un truc que je me tape depuis le début, hein, et je sais que je m'en plains régulièrement. Mais étant donné que c'est ce sur quoi on va bien se focaliser dans ce film-là en particulier, ben je vais rajouter une petite couche. Voilà, je sais, malheureusement, que dans chaque film Scooby-Doo, chaque épisode de série cartoon Scooby-Doo, je vais me taper le moment où Sammy et Scooby sont des morphales et font des gags là-dessus qui ne sont presque jamais drôles pour moi. Je sais que c'est une composante quasiment intégrale à accepter, mais cette composante, je la trouve sans intérêt et pas drôle. Alors regardez, on aime bouffer, regardez comme on engloutit des tas de nourriture. Ah, Scooby pique un truc à Sammy, ha ha ha, c'est drôle. C'est pas drôle, c'est chiant, je trouve ça chiant. Et répété ad nauseam avec très peu de variations réelles, à part on change les aliments et un tout petit peu la mise en place visuelle, je vois pas ce que ça renouvelle grandement lorsqu'on répète ça ad nauseam. C'est un gag récurrent qui ne passe pas du tout chez moi et passer autant de temps là-dessus, étant donné que c'est le thème de votre film, je vous jure que ça m'a un peu saoulé dans la première moitié de ce film. Ça se calme un petit peu au bout d'un moment, mais punaise. Donc ouais, je tenais à le dire. C'est vraiment pas fameux ça, on passe beaucoup trop de temps là-dessus et ce n'est jamais original ou un temps soit peu prenant. Bon, bref, ça commence le film sur les années 1780 où il y a un cuistot ultra célèbre parmi la populace des États-Unis qui est bien vu, mais à un moment donné il se fait attaquer par ce qu'il semble être une apparition fantomatique et rouge, et il crie rouge, rouge, ah et donc c'est le petit mystère, le petit suspense, alors qu'on fait une intro de transition que je trouve plutôt intéressante. Intelligente dans le fait que ça montre le passage du temps de cet endroit qui reste fixe pour en arriver à là où on en est tout de suite aujourd'hui. Avec évidemment cet endroit qui a prospéré, qui est devenu beaucoup plus grand et qui a été repris par les ancêtres du chef Édouard qui était bien connu et qui se trouve être l'ancêtre en question, Bobby Slay ou Stay ou je sais pas où je m'en fous. est parti pour la liste de lecture que j'ai pas retenue parce que j'ai pas que ça foutre de ma vie. Donc Bobby Flay, c'est ça, Bobby Flay. C'est un cuistot célèbre et il se trouve que dans la continuité de l'univers Scooby-Doo, c'est l'oncle de Fred. Ils se rendent là. C'est parce que l'oncle de Fred les a invités, hein, comme par hasard, c'est bien. Et donc ouais, c'est un cuisinier célèbre, je suis sûr que ça parlera à certains. Moi je m'en fous, voilà, je le dis clairement, je m'en tape royalement. Et ouais, il les a invités là parce que va y avoir un événement qui va se passer, ils vont recevoir un petit peu de monde pour une émission, pour présenter un petit peu cette cuisine, c'est cet hôtel cuisine renouvelée qui s'appelle Rocky je sais pas quoi, Rocky Harbour. Et donc pour présenter ça, il a invité ses proches juste pour les avoir à côté. Alors que Fred ne sait pas que c'est un cuisinier célèbre, son oncle Bobby, et Bobby ne sait pas que Fred et compagnie sont des grands résolveurs de mystères. Ils apprennent ça sur le tard. C'est la petite blague. Alors, enfin bref, ouais. Il présente un petit peu le coin, et c'est un système un peu particulier où il y a pas mal de chefs qui sont invités pour préparer leur nourriture. On présente quelques chefs qui seront un peu mis en avant, et encore pas tant que ça en fait. Il n'y en a vraiment que
deux, et je vais envie de dire un ennemi qui sera vraiment important en plus de Bobby Flay. La première étant Giada de Laurentin. C'est une vraie cuisinière importante dans l'histoire, j'ai envie de dire même plus important que Bobby, parce que c'est genre celle qui sait tout faire. Ouah, j'ai toutes les capacités du monde, regardez-moi! C'est exactement ça le personnage, ce qui le rend assez fade, en toute sincérité. C'est un peu le problème que j'ai eu avec le premier film sur la WWE. On sent que c'est un peu une espèce de délire de consécration du personnage, de la vraie personne, parce qu'on n'osait pas la tourner trop en ridicule. Et c'est un peu ça. Donc, ouais, elle sait des tonnes de trucs, elle sait bien se débrouiller, elle participe alors qu'elle sert techniquement à rien en fait, à part dire regardez, je sais bien me débrouiller, mais voilà, on aurait pu mettre en scène différemment les scènes pour qu'elle ne participe pas, ce serait pareil. Et donc, le demi-autre cuistot qu'on met en avant, c'est Marcus, je sais pas quoi, qui est là rapidement avec sa femme mannequin. Et c'est un vrai cuistot lui aussi, il double son personnage. Hein. Les cuisiniers célèbres reconnus doublent leur personnage. Et il reste genre 5 minutes pour mettre en place une micro-dynamique qui ne va pas plus loin que ça sur le fait que Sami est fan de Giada et il est un connard parce que il va leur demander, lorsqu'ils sont en pleine séance de signature, de demander à Giada de signer un livre. C'est ce qui est un petit peu insultant, mais il est con, Sami, qu'est-ce que vous voulez? Et donc ça met en place une pseudo-jalousie de la part du gars qui voudrait que Sami s'intéresse plus à lui qu'à elle, et ça va pas plus loin en fait. Il est juste là pour doubler pendant 5 minutes, après il se barre, et il apparaît juste en visuel à la fin, et on s'en fout royalement du gars. Donc ça aurait pu créer une dynamique un tout petit peu intéressante, mais ça va pas plus loin. Et donc, à côté de ça, il n'y a que des personnages un peu maintenant originaux, qui en tout cas, ils ne sont pas doublés par leurs équivalents. Hein. Je ne sais pas s'ils existent en vrai ou pas, mais bon. Et donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, rapidement, les chats. Je dis rapidement, mais ils sont super importants. Mais il y a les chats de Bobby et de Giada qui ont un rôle super important pour je ne sais quelle raison. Ils apparaissent tout le temps, ils ont des espèces de pseudo-dynamique avec Scooby-Doo et compagnie. Ils sont là histoire de dire ah on sait bien se débrouiller, on aime bien bouffer, lui aussi le chat de Bobby en particulier. La chatte de Giada, et oui mais arrêtez-vous 5 secondes, on passe à la suite. La chatte de Giada finira par être paumée à un moment donné et réapparaîtra rapidement à la fin pour dire hey j'existe, je sauve un tout petit peu la situation parce que on est trop con pour se défendre tout seul. Elle a disparu, on ne sait pas pourquoi, elle réapparaît rapidement histoire de dire qu'elle réexiste, on se souvient d'elle. Wouh! Et l'autre, le chat de Bobby, ben, il est présent tout le temps, quoi. Hein. C'est genre le co-héros avec Scooby-Doo à un certain degré, et je trouve pas qu'il apporte grand-chose, il n'apporte pas des masses de dynamique pour moi. Bref, voilà, ça c'est dit, les chats de soutien et un petit peu importants sont nommés. Et qu'est-ce qu'on a comme autre personnage? Parce que j'ai pas tout en tête. Alors, il y a rapidement Rocky, l'IA qui dirige le coin, dont j'attendais beaucoup plus, parce qu'on donne un début de personnalité dans son apparition, on dit que c'est une sorte d'IA qui essaye un petit peu de singer la personnalité humaine, donc c'est un petit peu cool, mais on n'en fait pas des caisses. Elle court-circuite à un moment donné et ça fout un peu le bordel, mais on joue pas de façon très poussée là-dessus. Donc ouais, je suis un peu déçu, on aurait pu faire un petit peu mieux avec ça. On a Skip Taylor, un peu important dans l'absolu, puisque c'est un suspect potentiel. Oui, parce que je vous dis clairement, Giada, c'est pas du tout un suspect potentiel. Hein. Elle est présente tout du long avec le groupe, elle les lâche jamais, donc c'est clairement pas un suspect potentiel. Skip Taylor, qui est un petit peu le blaireau de service, jamais drôle pour moi, qui sert à mettre en place quelques fausses pistes. Mais au-delà de ça, c'est un peu chiant. Il y a l'ex-gardien du coin qui s'appelle Super Nez. Mais on l'appelle Super Nez, il aime pas ça, mais il changera au fur et à mesure. C'est censé être un gag, c'est très drôle parce qu'il a un gros nez. C'est marrant. Et à un moment donné, lorsqu'il parle, il a besoin de se moucher un petit peu. Donc c'est dégueulasse, c'est drôle. Hein. Je trouve ça hilarant, hein, pas fou. Donc ouais, c'est le vieux fou du coin en fait. Il dit ah, vous n'avez pas fait gaffe.
à mes instructions, et si le fantôme rouge vient vous hanter, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave autour de votre ancêtre. Parce que il y a un truc intéressant dont on parlera dans pas longtemps sur l'ancêtre présumé dans ce lore-là de Bobby Flay. Ouais, au-delà de ça, ouais, c'est le vieux taré qui balance des trucs, je vous ai prévenu, ah, malédiction, tout ça, un peu dans son délire. Il y a le sous-chef Sou, qui est le stéréotype de la Russe autoritaire. Tu vas pas faire ça, toi, suivre ce que je dis, arrêtez de m'énerver en bouffant tout ce que je fais. C'est marrant en 10 secondes, peut-être, ça s'épuise vite pour moi. J'ai pas des masses de choses à dire. Un mec qui s'appelle Bradley Blass, qui s'intéresse, semble-t-il, à acheter le coin et qui se pose dans l'hôtel de façon un petit peu louche. On va passer de temps en temps du temps sur lui, histoire de dire que ça pourrait être un suspect, évidemment. Et le fait que ses motivations soient pas claires et soient révélées au compte-gouttes, c'est plutôt pas trop mal. Même si ça se voit venir assez facilement. Parce que c'est quelqu'un qui veut racheter l'endroit pour faire des profits et qui est prêt à payer une bonne somme pour ça, en profitant du fait que ça sera mal vu à cause de la présence du fantôme rouge. On en parlera dans pas longtemps, du fantôme rouge. Donc voilà, très classique. Le fait qu'on décrive ça au compte-gouttes, c'est pas trop mal. Et le dernier personnage un peu important, si j'arrive à retrouver, c'est Henry Metcalf. Henry Metcalf, qui parle régulièrement de sa femme Nancy, je ne sais pas pourquoi, elle joue aucun rôle dans quoi que ce soit. Vraiment quoi que ce soit, mais il a une femme qui l'accompagne. Histoire de dire, je trouve ça très bizarre quand on verra. Alors, bref, voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse un petit peu au passé donc du chef Edward, tout ça, une sorte d'historien qui confie à Bobby Flay des anciens parchemins entre guillemets dont il se servait pour nourrir un peu tout le monde. Son restaurant lors de la guerre de sécession, si je ne m'abuse. Enfin bon, c'était la bataille pour l'indépendance des États-Unis, alors que l'Angleterre voulait garder la main mise dessus. Et ouais, son restaurant accueillit tout le monde sans discrimination, en disant ok, c'est le coin de paix, vous pouvez vous poser et tout. Donc c'était une sorte de pacifiste dans l'âme. Et voilà, c'est quelqu'un qui représente beaucoup pour l'histoire avec ce qu'il a fait en cuisine. Et on va jouer de façon un peu notable sur cette histoire-là, parce que va y avoir cette espèce de légende du fantôme rouge qui fait un petit peu peur aux personnes pas trop loin, qui n'apparaît pas tout de suite, même s'il y a des moments, et je le dis clairement, il y a beaucoup de moments de remplissage qui servent tellement à rien, où on nous fait croire qu'il va peut-être attaquer, mais en fait non. Il y a tout un passage la nuit où Scooby et Sammy veulent aller bouffer un morceau, évidemment, où tu te dis, ah, peut-être qu'il va les attaquer, mais non, il est juste là histoire d'attendre. Et c'est logique qu'ils les attaquent pas dans l'histoire, donc j'apprécie le fait que ce soit pas juste gratuit, mais c'est juste. Pourquoi montrer cette scène si ça sert à rien? À part le fait qu'eux, ils aiment bouffer, j'avais compris, merci, ça sert à rien. Hein. Bref, il y a une sorte de présence mystérieuse qui n'apparaît pas tout de suite, alors qu'on met un tout petit peu en avant le fait qu'il y a une sorte de mystère autour du passé d'Edward. On semble affirmer, en tout cas, il y a Henry Metcalf qui semble affirmer que oui, c'était un héros de la guerre de son époque, alors que le vieux gardien Supernez dit qu'en fin de compte, c'était un traître qui a bossé pour l'ennemi anglais. Et rien ne semble corroborer ces dires pour l'instant. On va jongler un petit peu là-dessus. Il va y avoir des découvertes qui viendront au fur et à mesure. Tandis que lors de l'émission de présentation, le fantôme rouge finira enfin par apparaître. C'est-à-dire qu'il y aura quelques petits passages où on croit qu'il va attaquer, il n'a pas attaqué, mais il attaque au moment de grande écoute où tout le monde est là. Ce qui est logique. Vraiment, hein, clairement tout n'est pas acheté dans ce film-là. Il y a une logique dans les actions du fantôme rouge, dans ce qu'il veut faire. Il attaque pas gratuitement Sammy et Scooby juste parce que c'est eux qu'on attaque automatiquement. C'est un truc que je respecte, que j'apprécie vraiment dans ce film, sincèrement. Donc il attaque tout le monde durant la diffusion en direct et voilà, ça se passe mal, ça fout un peu le bordel. Et il semble vraiment être une sorte d'apparition fantomatique puisqu'il détraque les appareils électroniques à proximité. Donc on peut dire qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc
Tout le monde est affolé, c'est un peu la débandade, et ouais, il est un petit peu défait, Bobby, parce que voilà, c'était censé être un grand événement et il s'est un peu foutu en l'air. Il récupère vite de ça, et après coup, eh ben, va y avoir tout notre groupe qui aura été mis au parfum entre-temps et qui va essayer d'enquêter sur le coin avec donc Bobby et punaise, Giada qui participeront histoire d'eux. Ce sont les deux guests importants qu'on met en avant, donc on les met bien en avant. Ils participent, c'est bien. Je sais pas, je me rends pas compte pour l'instant parce que je trouve que dans leur VF ils sont doublés très correctement par des comédiens de talent, mais j'ai le sentiment que comme ce sont des cuisiniers de base, en VO ça doit vraiment pas être fameux, hein. Je sais pas. Je pense pas que ce doit être des comédiens hors pair qui font un travail de doublage extraordinaire. Autant pour les catcheurs, c'est logique, ce sont des comédiens. Même pour Kiss, dans l'absolu, je peux un peu comprendre ça. Ce sont des chanteurs qui sont dans la mise en scène, donc ils doivent s'y connaître un petit peu dans l'art de jouer la comédie. Par contre, non, je crois pas que ceux-là doivent être de super acteurs. Mais bon, je n'ai vu que la VF. Bref, c'est le truc habituel qui s'étend pendant un petit moment et que je trouve pas particulièrement intéressant en fait. Ah, honnêtement, à partir de là, j'ai pas des masses de choses à dire. On fait des recherches, on croit trouver certains trucs, on perd du temps, on est attaqué, on fuit le monstre et au bout d'un moment, tout le monde se retrouve. Et j'ai pas des masses de choses à dire durant cette grosse partie du film, à part que c'est ultra classique. Pas affreux, mais ça décolle jamais vraiment très haut. Le seul truc qui m'a un peu fait marrer, c'est lorsque Fred se la joue Kronk dans Cusco, entre guillemets, et qu'il est appelé par la sous-chef Sue pour se charger des tâches de gestion, c'est-à-dire répondre au téléphone, faire l'entretien, etc., etc. Parce qu'ils ont quasiment aucun employé dans le coin. Même avant la débandade, hein, il y avait quasiment aucun employé à l'hôtel. C'est super mal géré en fait, hein. Il y a de quoi faire à bouffer, mais par contre à la réception, gestion des chambres, tout ça, personne hein, apparemment, hein. Bref, il se voit un peu obligé par les choses de gérer le coin et il essaie un petit peu de faire son travail consciencieusement. Et je trouve ça un peu marrant. C'était très réminiscent de Kronk dans Cusco, si vous vous souvenez de la scène. Donc ça, c'était un peu drôle, mais au-delà de ça, rien de folichon. Et ouais, après tout ce bordel, et quelques apparitions de plus, des personnages qui disparaissent de façon un peu foireuse, parce qu'il y en a certains qui disparaissent juste pour faire les soupçons sur eux, alors qu'en fait, c'est pas eux les coupables. Il y a donc, Blas, c'est ça, oui, Blas qui apparaît pour finalement dire directement ce qu'il veut faire, parce que voilà, ça a toujours été le gars un petit peu hautain qui se croyait au-dessus de tout le monde. Ben voilà, il veut racheter le coin. Il a mis en place une sorte de document qui met en avant cet endroit comme monument historique puisque c'était un héros, le chef Édouard de son époque, et donc si c'est un monument historique, ça ne pourra pas être géré de façon claire par Bobby puisque ce serait trop compliqué à racheter. Seulement, lui, il pourrait racheter ça, le gars, pour en prendre le contrôle, et le fait que ce soit un monument historique ne gênerait pas lui. Ce que je trouve bizarre en fait, c'est super bizarre. Mais on va dire que ça peut peut-être s'expliquer par la révélation de fin. On en parlera après. Puisque bon, ce coup du monument historique, ça va être un peu mis à mal par une découverte qui se fera à partir des parchemins qu'a donné Monsieur Metcalf à Bobby, c'est-à-dire que ce sont en fait des documents d'espionnage qui sont écrits avec du citron et lorsqu'on chauffe un petit peu, ça met en place cette espèce d'encre invisible qui se lit donc de façon un peu grossière. Il y a Bobby qui a chauffé ça parce qu'il a confondu avec d'autres dessous de plat, c'est un peu foireux mais bon c'est pas grave, et ils apprennent, en tout cas d'après le premier document indiqué, qu'il semblerait bien que le chef Édouard à son époque ait travaillé pour les Anglais en faisant véhiculer des informations sur les mouvements des troupes américaines sur place.
Et ouais, ce serait donc une sorte de traître à la patrie et ce serait pas super. Déjà, ça veut dire que ce serait plus trop un monument historique le coin, mais ouais, c'est pas super pour la famille de Bobby. Et dans un sens, je trouve ça dommage qu'on soit pas vraiment parti là-dessus et qu'on aille jusqu'à retourner la veste pour dire au bout du compte non, mais on en parlera dans pas longtemps ça. Mais ça rappelle aussi beaucoup le clash des Samis, où c'était un peu la même chose quoi. Tu crois que ton ancêtre était un connard, et donc en portant un peu son héritage, on a cette honte qui nous suit. En fait non, c'est pas grave, de toute façon il était gentil. Rassure-toi, tout va bien, c'était génial. Et bah, on fait pareil deux fois de suite. Enfin, pas tout à fait deux fois de suite, puisque c'est pas tout à fait le film précédent, mais quand même, quoi. C'est un peu redondant, je trouve, hein, quand on s'y penche. Donc, ouais, il y a ça qui se met en place. Tandis que, ben voilà, ils finiront par tous se faire attaquer, une fois de plus, par le fantôme, qui a un petit gimmick dont j'ai pas parlé, que je trouve irritant, très sincèrement irritant, sur le bruit qu'il fait. Il a tendance à faire chut. Oui, on est d'accord. Est-ce que tu peux faire chute un peu plus doucement? Et tout le monde croit que c'est quelqu'un qui dit chut à chaque fois. Et la première fois, ok, ça peut être marrant, mais répéter ad nauseam, parce que genre, c'est 7 8 fois un truc comme ça, hein, ce gag, où il y a ce bruit de chut qui arrive. Ah oui, ne me dis pas, m'arrêtez de parler, je comprends, mais laisse-moi continuer de parler. Ça devient lourd. Je vous jure, très lourd. Mais on a compris le gag la première fois, c'est pas la peine de le répéter 7 fois, quoi. Je trouvais ça un petit peu abusé. Enfin bref, le gars apparaît pour la troisième fois devant eux pour les attaquer. Il se retrouve dans un labyrinthe, histoire d'eux. Parce que pourquoi pas. Il y a donc la chatte de Giada qui réapparaît pour les sauver, histoire d'eux. Et Vera qui a compris un petit peu le système. Au bout du compte, il s'agissait d'un drone. Et non, ce n'est pas une personne, c'était un drone qui faisait ce bruit-là et qui avait un dispositif qui brouillait les appareils en tout genre. Et qui émettait également des bruits d'ailleurs, parce que ce correspond au bruit que fait, comment s'appelle ce connard, Skip en dormant de façon complètement ridicule et n'importe quoi-tesque. Donc voilà, ça revient sur ce bruit-là. Et tu te dis, ouais, ça pourrait être Skip en fait. Mais ouais, ce drone, évidemment, ce n'est pas le grand méchant. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quand même un de ces fantômes rouges qui a laissé des empreintes et qui a essayé de s'emparer des documents qu'ils a lâchés à un moment donné. Et donc, il faut qu'on le piège, celui-là. En se disant, on va faire en sorte d'ameuter beaucoup de monde en faisant une grande invitation, une sorte de grand gala, préparation repas, où tout le monde se rend tranquille. Après la débâcle qu'il y a eu, la peur du fantôme rouge, il suffit de leur dire rassurez-vous, ça va, pour que tout le monde se rende là-bas. Et voilà, tout le monde se rend là-bas. Ils ont dit aussi qu'ils allaient faire un grand discours, une grande révélation sur le chef Edward d'il y a plus de 200 ans. Et donc tout le monde se rend là, tout le monde est content, on fait la bouffe, c'est super, c'est super. On a une animation faciale bloquée, c'est ridicule je trouve, et au moment où notre groupe s'apprête à faire la révélation sur Chef Edward, raconter ce qu'ils savent, le fantôme rouge apparaît pour les empêcher de divulguer ça, attaquer un peu tout le monde, s'en prendre aux documents, mais en utilisant donc les systèmes de Rocky, une fois de plus, qui n'a pas plus de personnalité que ça, c'est vraiment dommage, je pense qu'on aurait vraiment pu jouer davantage sur le concept, on finit par l'attraper, et on découvre qu'il s'agit en fait de Blas, qui voulait donc prendre le coin et qui ont dit, c'est simple et tout, parce que c'est pas grave, parce que de toute façon, ce n'était pas réellement Blas, Blas n'existait pas, c'était en réalité Metcalf. Voilà. Mais non, c'était en fait Fantomas, double masque. Ouais. Donc, c'était à la fois intéressant et à la fois un peu gros. Dans le sens où, voilà, vous m'avez eu dans l'idée où j'étais sûr que ça allait être Metcalf, c'était celui aux ambitions, aux motivations les plus évidentes. Mais le fait de m'avoir en deux temps, c'était un peu marrant, même si je trouve que ça fait un peu remplissage sur les bords. Ça n'apporte rien au récit à part faire une petite surprise rapide du moment. Cette surprise marche, mais
Ça méritait vraiment de passer autant de temps sur ça, je sais pas trop. Parce qu'au bout du compte, les motivations du gars d'ériger cette espèce d'endroit comme monument historique, pouvoir peut-être le racheter, etc., etc., c'était du flan. Je sais pas à quel niveau, parce que bon, est-ce que c'est vraiment un monument historique ou pas? Est-ce que si c'est le premier cas, ça risque d'être problématique. On va en parler dans pas longtemps de ça, mais ouais, donc je sais pas à quel niveau c'est du flan. Et au bout du compte, ce qu'il voulait, c'est ne pas ternir la mémoire du chef Édouard, qui pour lui représente beaucoup, et il veut pas accepter que c'était un traître. Et les motivations sont très intéressantes. Ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé des motivations de méchants aussi intéressantes que ça, donc j'aime bien l'idée. C'est un peu trop rushé, je trouve. Mais bon, ça c'est Scooby-Doo, faut pas s'attendre à beaucoup de profondeur sur les développements des méchants, mais je trouve qu'on aurait pu en faire un tout petit peu plus. Pas des masses, mais un tout petit peu plus. Parce que voilà, le gars voulait que l'héritage du chef Édouard et ce qu'il a inspiré perdure. Et malheureusement, il ne va pas pouvoir faire ça puisqu'on va dévoiler tout ce qu'on sait sur lui. Sauf que voilà, eh ben, ça va plus loin que ça. Au premier abord, il semblerait que ces pages indiquent des renseignements donnés à l'ennemi anglais de l'époque. Mais après meilleure recherche, Vera a su vérifier au bout du compte que ce n'était pas le cas, que c'était de fausses informations, que c'était un agent double en fait. Il a fait croire aux Anglais qu'il leur donnait des informations, alors qu'en fait c'était des fausses informations. Et donc au bout du compte c'était bien un héros, un patriote, tout ça, aucun problème. Et ouais, c'est intéressant, cette espèce de double révélation. Dans un sens, c'est mieux géré, c'est mieux fait que le cas du clash des Samis. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu dommage qu'on répète le coup du ah, mon ancêtre était méchant, mais en fait non, il était gentil, quoi. Ça fait un peu trop doublon 2 films après seulement. Un peu trop. C'est le petit souci que j'ai avec ça. Mais ouais. Cette partie-là aurait mérité d'être plus forte, et surtout le moment où donc Metcalf le découvre et dit ah au bout du compte j'ai fait ça pour rien, alors que la personne que j'admirais était en fait quelqu'un de vraiment admirable. Et ouais, une fois de plus, ça aurait grandement gagné en plus de temps de développement, parce que la fin est un peu rapide je trouve. Et voilà, suite à ça, il y a tout qui va mieux, il peut continuer son hôtel-restaurant, Bobby Flay. Ce côté de monument historique qui peut être problématique pour qui garde le coin, apparemment on va pas jouer dessus, donc on va dire que c'est du flan. Une fois de plus, c'est pas super clair comment c'est montré, et tout le monde part sans grande cérémonie avec un dernier gag avec Skip qui n'a jamais été drôle de tout le film. Ça aurait pu être pire, c'est sûr, mais ça aurait pu être mieux, je trouve. Il y a vraiment trop de temps, de perte de temps dans les gags assez plats pour que je sois pris dans le rythme du récit, même s'il y a de bonnes idées. Je trouve que le méchant et ses motivations, sur le principe, auraient pu être amenés de façon un peu moins facile à voir déjà, mais au-delà de ça, c'était vraiment intéressant, le concept. Mais ça, c'est très vite survolé, je trouve, et on passe beaucoup plus de temps sur des conneries pas drôles. Et c'est ce que je ressens durant une grosse moitié du film, des conneries pas drôles. Le reste est acceptable, sincèrement acceptable, mais ouais, les conneries pas drôles prennent un petit peu trop le pas, je trouve. Hein. Vraiment un petit peu trop le pas, et ce qui fait que j'ai pas des masses apprécié ça. Ce film-là est assez oubliable, un peu creux sur les bords, et vaut aller faire une 9,5 sur 20, en étant un peu généreux. Voilà, c'était pas atroce, mais je vous cache pas que le délire des gags sur Scooby-Doo et Sammy qui bouffent, j'en ai marre. Hein. Je sais que c'est un truc que je dois me farcir à chaque fois, mais lorsqu'on met l'emphase dessus, ça aide pas, quoi. Voilà, c'est le topo pour ce film-là. Le suivant devra prendre un petit peu de temps, je pense, à sortir, puisque j'ai pas mal de petites préparations à faire avant de m'y jeter. Vous verrez un petit peu pourquoi. À bientôt, bye.